Il n'est pas improbable que nous découvrions de la vie au-delà de la Terre d'ici 2035. Et nul besoin de voyager vers une galaxie lointaine, très lointaine. Notre Voie lactée regorge d'environnements propices. Ne vous emballez pas trop cependant, il s'agira probablement de microbes ou de marqueurs chimiques, et non de petits hommes verts, comme dans les films hollywoodiens. Néanmoins, la découverte de traces de vie changerait profondément la perception que nous avons de notre place dans l'univers. Le télescope spatial Kepler de la NASA a fait une découverte incroyable. Presque chaque étoile possède des planètes, et beaucoup d'entre elles pourraient être habitables. Les planètes telluriques comme la Terre et Mars sont même plus répandues dans notre galaxie que les géantes gazeuses comme Saturne et Jupiter. De plus, nous savons déjà que notre galaxie est très riche en eau. Il y en a dans les nuages interstellaires où se forment les étoiles et les planètes, dans les disques de débris autour d'autres étoiles, dans les comètes, absolument partout. Cependant, trouver la vie elle-même reste une tâche ardue. Idéalement, il faudrait atterrir sur chaque planète et vérifier littéralement sous chaque pierre. Mais grâce à des recherches récentes, nous pouvons au moins concentrer nos efforts sur les mondes potentiellement habitables. Le télescope spatial James Webb, un dispositif ultra puissant lancé en 2021, est à l'œuvre. Il examine les atmosphères des super-terres proches, des planètes rocheuses légèrement plus grandes que la nôtre, et recherche des gaz associés à la vie. Des composés chimiques qui ne peuvent être produits que par des êtres vivants. Et des indices ont déjà été trouvés. Des traces d'un tel composé ont par exemple été détectées sur une planète du nom de K2-18b. Cette planète se situe à 120 années-lumière, ce qui est relativement proche à l'échelle spatiale. Elle se trouve dans la zone habitable, une région autour de l'étoile où les températures permettent l'existence d'eau liquide. De plus, elle orbite autour d'une naine rouge, le type d'étoile le plus petit qui existe. De telles étoiles sont un peu moins lumineuses que notre Soleil. Il faudra environ 1 an pour vérifier si ces traces de vie sont bien concrètes. Si tel est le cas, cela signifierait que la vie est beaucoup plus répandue que nous ne le pensions auparavant. Mais même dans le cas contraire, il reste 10 autres planètes de type boucle d'or à étudier dans la liste. Le télescope spatial James Webb est un outil extraordinaire, mais il a ses limites. Il ne peut pas détecter de petites planètes semblables à la Terre en raison de leur taille. Pour résoudre ce problème, la NASA prévoit de lancer un autre instrument, le télescope spatial Roman. Celui-ci sera encore plus efficace pour repérer ces types de planètes et les composés associés à la vie. Et puis, nous avons également le projet SETI. SETI qui signifie Search for Extraterrestrial Intelligence, ou Recherche d'intelligence extraterrestre, est en quête de signes de vie extraterrestres depuis les années 80. Les chercheurs du projet croient également que nous découvrirons des signes de vie dans les 10 prochaines années. Récemment, ils ont lancé un projet de grande envergure, baptisé COSMIC, et qui utilise un réseau de télescopes radio du Nouveau-Mexique, que vous aurez peut-être déjà vu dans le film Contact. COSMIC permet aux scientifiques d'écouter simultanément des centaines de milliers, voire des millions, de systèmes stellaires. Les télescopes scrutent le ciel et analysent les données en temps réel. Si des signaux intéressants sont détectés, les scientifiques peuvent les examiner immédiatement, au lieu d'attendre des semaines, voire des mois. Ces signaux sont souvent soudains et très brefs, mais COSMIC peut détecter même les plus courts, qui ne durent que quelques nanosecondes. Il peut également contribuer à d'autres recherches, comme l'étude des sursauts radio rapides, mystérieux et inexpliqués, ou encore de la matière noire. C'est l'outil le plus massif et le plus puissant jamais créé pour la recherche de vie extraterrestre. Mais il ne suffit pas seulement d'écouter. Pourquoi ne pas essayer de prendre contact nous-mêmes? La NASA a envoyé des signaux dans l'espace lointain. En 2002, leur Deep Space Network a émis un signal en direction de la sonde Pioneer 10. Sur son trajet, le signal a rencontré un obstacle, une naine blanche située à 27 années-lumière de la Terre. Si une planète orbite autour de cette étoile, le signal pourrait également l'avoir atteinte. Et si des formes de vie intelligentes y existent, nous pourrions recevoir une réponse d'ici 2029. Le DSN continue d'envoyer de puissantes transmissions dans l'espace. Au cours des 3 prochains siècles, ces signaux croiseront 222 étoiles. Peut-être qu'un jour, nous recevrons une réponse provenant d'un endroit lointain. Mais pourquoi n'avons-nous pas encore reçu de réponse? L'univers compte environ 200 milliards de galaxies, chacune comportant environ 100 milliards d'étoiles. Même si seul 1% de ces étoiles possédaient une planète, cela ferait toujours 200 trillions de planètes possibles.
Et si la probabilité que ces planètes abritent la vie est d'1 sur 1000 milliards, il resterait encore quelques centaines de milliers de planètes. Alors, où est passé tout le monde? Cette question est connue sous le nom de paradoxe de Fermi. Une première explication, moins effrayante, est que l'univers pourrait être plein de vie, mais que cette vie ne serait pas intelligente au sens où nous l'entendons. Certaines planètes pourraient ainsi abriter des microbes, des oiseaux ou des dinosaures de l'espace. C'est ce qu'on appelle la théorie du grand filtre. Elle suggère qu'il existerait des paliers que la vie doit surmonter pour devenir intelligente. Et peut-être que ces autres espèces ne les ont tout simplement pas encore franchis. Réfléchissez-y. La vie sur Terre a commencé dans l'océan, a évolué pour ramper sur Terre, s'est diversifié en de nombreuses formes, a traversé 5 extinctions massives, évolué de nouveau, et finalement conduit à l'apparition des êtres humains. Nous avons bâti des sociétés, développé des systèmes de santé, et ce n'est qu'à ce stade que nous avons commencé à rechercher d'autres formes de vie. Une autre théorie, appelée l'hypothèse du goulet gaïen d'étranglement, suggère une idée similaire. Bien qu'il ne soit peut-être pas si compliqué pour une vie rudimentaire de débuter, il est incroyablement difficile pour cette vie de survivre et de prospérer sur de longues périodes. Vénus, par exemple, aurait pu avoir des océans et des conditions similaires à celles de la Terre, mais un effet de serre incontrôlé a causé l'évaporation de toute cette eau, la rendant stérile. Mars avait également de l'eau liquide à sa surface autrefois, et la Lune et Mercure ont possédé des atmosphères denses pendant un court instant. En revanche, la Terre a conservé de l'eau liquide à sa surface pendant presque toute son existence. Il est extrêmement rare et remarquable qu'une planète maintienne des températures comprises entre 0 et 100 degrés Celsius au cours de millions d'années. Il pourrait être mal avisé de rechercher une vie intelligente utilisant la même technologie que nous, car elle aurait évolué dans des conditions totalement différentes. C'est là que l'équation de Drake intervient. Cette formule permet de calculer le potentiel de développement de l'intelligence sur une planète donnée. Pour obtenir un résultat, nous devons connaître plusieurs variables. Combien d'étoiles existent, combien d'entre elles possèdent des planètes, la probabilité que ces planètes abritent la vie, et ainsi de suite. Hélas, nous ne connaissons pas encore ces chiffres, et le résultat pourrait être insignifiant. Mais supposons qu'il existe au moins une autre espèce intelligente. Pourquoi ne nous sommes-nous pas encore rencontrés? Il pourrait y avoir de nombreuses raisons à cela. Peut-être qu'ils ne nous trouvent pas suffisamment intéressants. Ou peut-être que le problème vient de nous, et que nous ne cessons jamais de manquer leurs signaux. Ou peut-être avons-nous manqué toute l'espèce. L'univers est incroyablement vaste et ancien. Il a plus de 14 milliards d'années. Si nous compressons toute l'histoire évolutive de la Terre en une journée de 24 heures, la vie commence à 4 heures du matin. Les dinosaures disparaissent à 23h40 et les premiers humains apparaissent 2 minutes avant minuit. Dans cette analogie, les humains existent depuis seulement 77 secondes, et notre technologie capable de détecter une vie extraterrestre est encore plus récente, soit moins d'1 seconde. Avec de telles distances et des périodes aussi longues, les chances que nous existions au même moment que d'autres espèces intelligentes sont minces. Si leur civilisation n'a duré que quelques millénaires, nous pourrions facilement les manquer complètement. Mais cela ne signifie pas que nous devrions abandonner nos recherches. Les scientifiques craignaient que les signaux radio de la Terre ne s'affaiblissent avec le temps. Mais une étude récente a montré que c'est en fait le contraire qui se produit. Le nombre de nos satellites ne cesse de croître, ce qui rend notre planète plus détectable. D'ici la fin de la décennie, nous pourrions avoir plus de 100 000 satellites, rendant la Terre extrêmement brillante dans le spectre radio. S'il existe une espèce avancée quelque part, elle nous repérera facilement, même à de très grandes distances. Les astronomes sont optimistes à ce sujet, et il y a de grandes chances qu'ils découvrent des créatures extraterrestres, pendant que vous et moi sommes encore de ce monde. Très récemment, des astronomes ont découvert 3 planètes potentielles super-Terre en orbite autour d'une étoile naine orange relativement proche. Le terme super-Terre est utilisé pour décrire une planète au-delà du système solaire ayant une masse supérieure à celle de la Terre, mais inférieure à celle des géantes de glace du système solaire, Uranus et Neptune. Une équipe internationale de chercheurs, dirigée par le Dr Shweta Dalal de l'université d'Exeter, a découvert que les exoplanètes orbitaient autour de l'étoile HD 48498, qui est située à environ 55 années-lumière de la Terre. Les planètes tournent autour de leur étoile en 7, 38 et 150, et un jour terrestre
respectivement. L'étude décrivant ces découvertes est parue dans la revue MN-Earth le 24 juin 2024. La chose la plus cool ici est que la candidate exoplanète la plus extérieure orbite dans la zone habitable de son étoile hôte. Et les conditions là-bas pourraient être assez confortables pour que l'eau liquide existe à la surface sans bouillir ni geler. De telles régions habitables autour des étoiles sont également connues sous le nom de zone de Goldilocks et sont censées être idéales pour potentiellement abriter la vie. Une autre raison pour laquelle cette découverte est si importante, c'est que l'étoile haute orange est semblable à notre Soleil. Mais comme c'est une naine orange, elle produit moins de radiation que notre étoile naine jaune. C'est également le système planétaire le plus proche à héberger une super-Terre dans la zone habitable d'une étoile semblable au Soleil, ce qui rend cette découverte très excitante. Cela peut nous aider à progresser dans notre quête pour localiser des planètes habitables autour d'étoiles, de type solaire. Qui sait? Peut-être que cette planète sera notre nouveau foyer un jour. Ces potentielles super-Terres ont été détectées grâce au programme ARPS-N de recherche des planètes rocheuses. Au cours d'une décennie, l'équipe participant à cette recherche a recueilli près de 190 mesures de haute précision à l'aide d'un équipement spécial. En analysant le spectre de la lumière provenant d'une étoile, les astronomes peuvent déterminer si elle se déplace vers nous. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le bleu. Ou si elle s'éloigne de nous. C'est ce que nous appelons le décalage vers le rouge. Et pourtant, pour s'assurer que leurs conclusions étaient correctes, l'équipe a utilisé de nombreuses méthodes différentes et des analyses comparatives. Tout a confirmé leurs conclusions. Il y a en effet 3 candidats planétaires, avec des masses minimales allant de 5 à 11 fois la masse de notre planète. L'équipe croit également que la proximité de l'étoile, associée à l'orbite favorable de la planète la plus extérieure, pourrait faire de ce système une excellente cible pour de futures études. Espérons que des recherches supplémentaires ouvriront de nouvelles perspectives pour notre compréhension des systèmes planétaires et le potentiel de la vie en dehors de notre système solaire. Les scientifiques ont déjà découvert plus de 5000 exoplanètes, qui sont des planètes en dehors du système solaire, depuis que la première de ces planètes a été confirmée en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil en 1995. Pour trouver ces planètes lointaines, les astronomes utilisent de différents équipements, comme le télescope spatial Kepler de la NASA, lancé en 2009, dont la mission était de trouver autant de planètes semblables à la Terre que possible dans la galaxie de la Voie lactée. Mais ce n'est pas le seul instrument utilisé pour rechercher des exoplanètes. Quoi qu'il en soit, examinons maintenant les mondes les plus excitants et prometteurs parmi ceux-ci. Gliese 667cc se trouve à seulement 22 années-lumière de la Terre. Mais même si cela semble proche, c'est quand même à environ 206 trillions de kilomètres de nous. La planète elle-même est environ 3,8 fois plus massive que la Terre et complète une orbite autour de son étoile hôte en 28 jours. En d'autres termes, une année sur cette planète semblable à la Terre est 13 fois plus courte qu'une année sur notre planète. Heureusement, l'étoile est une naine rouge froide. Donc, l'exoplanète se trouve très probablement dans sa zone habitable. Mais il y a toujours une chance que ce monde soit régulièrement exposé aux éruptions en provenance de son étoile mère. Ce qui n'est pas cool à bien des égards. Kepler 22b est beaucoup plus éloigné que le monde précédent, à plus de 600 années-lumière de notre planète. C'était la toute première planète Kepler découverte dans la zone habitable de son étoile. Ce monde est plus grand que la Terre. Il fait environ 2,4 fois la taille de notre planète. Malheureusement, nous ne savons toujours pas si cette planète est rocheuse, liquide ou gazeuse. L'orbite de Kepler 22b est similaire à celle de la Terre. Il faut 290 jours à cette planète pour orbiter autour de son étoile de classe G, qui ressemble un peu à notre Soleil. Mais cette étoile est plus petite et plus froide que la nôtre. Une autre planète Kepler, cette fois, c'est Kepler 69c. Elle se trouve à une distance impressionnante de 2700 années-lumière de nous. Ce monde est aussi presque 70% plus grand que la Terre. Les chercheurs ne savent rien de sa composition, mais ils ont découvert que la planète a besoin de 242 jours pour compléter une orbite. Cela rend sa position dans son système similaire à celle de Vénus dans notre système solaire. En même temps, ce monde pourrait être plus hospitalier que Vénus, puisque son étoile haute est un peu moins lumineuse. 80% de notre Soleil. Toit 733b est un monde récemment découvert. Il a été trouvé en 2023. Il se trouve là-bas, à 245 années-lumière de la Terre et nécessite seulement 4,9 jours terrestres pour compléter une orbite autour de son étoile. Mais la chose
La plus impressionnante à propos de cette planète est qu'elle pourrait avoir un océan immense. Selon les scientifiques, la planète est probablement entièrement recouverte d'eau. Est-ce que cela signifie qu'il pourrait y avoir de la vie sur cette super Terre? Le temps le dira. JJ 1214b est située à 40 années-lumière de la Terre. Cette planète est une super Terre, presque 3 fois plus grande en diamètre et 8 fois plus lourde que notre chez nous. Elle orbite autour de son étoile naine rouge plus vite que vous ne pouvez regarder en rafale votre série préférée, effectuant une boucle complète toutes les 38 heures. Mais ce n'est pas seulement la taille ou l'orbite de la planète qui sont incroyables. Il y fait très chaud, avec une température hallucinante de 450 degrés Fahrenheit. Mais le plus cool, c'est que cette planète est pratiquement noyée dans l'eau. Les températures brûlantes et les pressions extrêmement élevées sur JJ 1214b créent des matériaux surprenants comme de la glace brûlante et de l'eau superfluide. La superfluidité est un phénomène qui se produit dans l'hélium liquide lorsqu'il est presque aussi froid que possible. Sur Terre, l'eau a complètement manqué l'occasion de devenir superfluide, car elle nécessite des températures extrêmement basses et des pressions hors normes pour réussir ce tour. Cependant, la superfluidité de l'eau n'a pas beaucoup d'utilité. Même si vous essayez, vous finirez simplement déshydraté. La super-Terre la plus proche de nous a été découverte en 2016, et elle s'appelle Proxima Centauri b. Elle est située à seulement 4 années-lumière de la Terre, et a une masse remarquablement similaire à celle de notre planète. Une année sur Proxima Centauri b est courte. Il ne faut que 11,2 jours à la planète pour faire un tour complet autour de son étoile centrale. Les scientifiques ont découvert ce monde après avoir remarqué que son étoile parente vacillait légèrement. Ils n'étaient pas sûrs de ce qui s'y passait exactement jusqu'à ce qu'ils réalisent que la gravité de Proxima Centauri b produisait probablement des tiraillements et des tractions qui causaient ces vacillements. Bien que l'exoplanète se déplace dans la zone habitable de son étoile, Proxima Centauri, elle est exposée à des radiations ultraviolettes extrêmes. Tout cela parce qu'elle est très proche de son étoile parente. De plus, aucun des télescopes actuellement en service et explorant les exoplanètes n'est suffisamment bien positionné pour capturer la lumière provenant de l'atmosphère de cette super-Terre. La plupart des éléments demeurent un mystère pour nous, même si nous parlons d'une planète qui est proche. Super-Terre, Toi 715b, orbite une naine rouge, une étoile plus petite et plus froide que notre Soleil. À l'heure actuelle, de telles étoiles restent les candidates premières pour trouver des planètes habitables en orbite autour d'elles. Ces mondes rocheux miniatures ont des orbites beaucoup plus proches que ceux qui tournent autour d'étoiles comme notre Soleil. Mais comme les naines rouges sont petites et froides, les planètes ne risquent rien en se rapprochant. Elles sont toujours en sécurité dans la zone habitable de l'étoile. Les experts disent que Toi 715b pourrait avoir eu autrefois une atmosphère plus épaisse que celle de Neptune. Et maintenant, la planète pourrait être dans un état de transition où elle perd son atmosphère. Pour confirmer ce soupçon, les scientifiques doivent effectuer davantage de recherches. Et ils pourraient finalement découvrir si cette planète est une planète terrestre et aqueuse. 1994, il faisait sombre, de sorte que personne n'a remarqué les 2 silhouettes ouvrant les sorties de secours d'un complexe de dômes en verre situé en Arizona et connu sous le nom de Biosphère 2. Elles étaient déterminées à libérer 7 personnes enfermées à l'intérieur depuis 1 mois, risquant leur vie au nom de la science. La mission a été un succès, mais on les a accusés de violation de propriété et de vandalisme. Les vandales étaient Abigail Alling et Mark Vantillo. Ils faisaient partie des 8 premiers malheureux à vivre dans cet endroit comme des cobayes. Et ils ne voulaient pas que d'autres subissent les mêmes horreurs qu'ils avaient vécues. 150 millions de dollars ont été dépensés pour déterminer si les humains pouvaient y créer des conditions de vie convenables sur d'autres planètes, comme Mars. Pour ce faire, les scientifiques ont construit un mini-monde avec plus de 3000 espèces de plantes et d'animaux. La Biosphère 2 était un habitat de 12 000 mètres carrés, complètement isolé, doté de sa propre mini-forêt tropicale, d'une plage privative avec un récif de corail, d'une petite savane, d'un marais, et même d'un bout de désert. Entre 1991 et 1993, rien n'a pu entrer ou sortir de cet endroit. Le groupe de 8 personnes enfermées à l'intérieur se nommait les Biosphériens et portaient des combinaisons assorties à la manière de Star Trek, cultivant leur propre nourriture et respirant leur propre air. Tout a débuté avec de grands espoirs et un petit déjeuner digne d'un hôtel 5 étoiles. Mais les choses ont pris un tournant plus sombre au fil des mois. Toute l'équipe mourait de faim et virait à l'orange.
Dans la biosphère 1, qui est notre bonne vieille Terre, vous pouvez commander une pizza en 2 minutes. Mais à l'intérieur de la biosphère 2, il leur aura fallu 4 mois interminables pour préparer une margherita. Ils ont dû récolter du blé pour la pâte et traire des chèvres pour le fromage. L'objectif était d'être complètement autosuffisants. Et ils sont devenus une partie intégrante de leur atmosphère, littéralement. Lorsqu'ils expiraient, leur dioxyde de carbone nourrissait les patates douces qu'ils cultivaient. Et ces patates douces devenaient en retour une partie d'eux-mêmes, puisqu'ils mangeaient essentiellement le même carbone encore et encore. Ils se sont en repus de patates douces que leur peau est réellement devenue orange à cause de tout cet excédent de bêta-carotène. Ce qui semblait être une situation amusante sur le moment a mis en évidence un gros problème. Les rendements agricoles dans la biosphère 2 étaient extrêmement décevants, et l'équipe mourait de faim. La faim les rendait fous, et des accès de colère subite les ont conduits à faire des choses regrettables, comme voler des bananes dans la réserve du sous-sol. Au bout d'un moment, il a fallu verrouiller le congélateur. Au cours des 6 premiers mois, chacun d'eux a perdu entre 8 et 26 kilos. Chaque jour, quelqu'un se chargeait de peser les aliments frais pour le cuisinier, consignant toute information sur les nutriments dans l'ordinateur, pour s'assurer que l'équipage atteignait ses apports recommandés en calories, protéines et matières grasses. Au début, les repas étaient servis sous forme de buffet, mais à mesure que les vivres commençaient à manquer, les cuisiniers ont commencé à diviser méticuleusement leur nourriture en portions égales. Leur régime, principalement des patates douces, des carottes, des fruits et occasionnellement de la viande le dimanche, était censé leur permettre de tenir pendant ces épuisantes semaines de 80 heures, faites de travail manuel épuisant. Les biosphériens quittaient chaque repas encore affamés et faisaient des rêves récurrents de Big Mac, de sushis, de barres chocolatées et autres gâteaux. L'air commençait à manquer. L'endroit était entièrement scellé, avec un dôme de verre et d'acier par en haut, et un sol fait du même métal par en bas. Les responsables veillaient à contrôler tout ce qui y entrait, afin d'éviter que des matériaux synthétiques émettent des gaz nocifs. Les zones de confort étaient meublées de bois et de laine, et on ne pouvait pas y utiliser de déodorant chimique ou y souffler de bougies d'anniversaire. Les biosphériens comptaient sur la nourriture qu'ils cultivaient et sur leur mini-forêt tropicale pour produire l'oxygène nécessaire à leur survie. Cependant, ils perdaient très rapidement de l'oxygène, asphyxiés par leurs propres émissions de dioxyde de carbone. Et le pire, c'est qu'ils n'avaient aucune idée de pourquoi. Avec encore 9 mois d'expérience à subir, le niveau d'oxygène avait déjà chuté de 21 à environ 15%. Ce qui donnait l'impression de vivre au sommet du mont Fuji. Ils se sentaient terriblement mal et se traînaient péniblement à travers la biosphère. Ils ne pouvaient même pas terminer une phrase sans s'arrêter pour reprendre leur souffle. Puis l'apnée du sommeil a commencé à apparaître, certains se réveillant à bout de souffle. Pour réduire les niveaux de CO2 à l'intérieur de la biosphère 2, ils ont bien tenté quelques manœuvres désespérées, comme faire pousser des plantes à un rythme fou, réduire autant que possible l'arrosage du sol, et même renoncer à labourer leur culture. Rien n'a fonctionné. Tout le monde a donc convenu qu'ils n'étaient pas très loin de toucher le fond, et ils ont donc résolu de demander de l'aide. Des camions réfrigérés sont arrivés pour pomper de l'oxygène pur dans Biosphère 2. Dès que le gaz a commencé à se répandre, ils se sont mis à rire aux éclats et à courir partout comme des cabris. L'écosystème était un véritable désastre. Les colibris et les abeilles ont disparu après quelques mois, de sorte que les plantes n'étaient plus pollinisées. Les vers et les acariens ont attaqué les cultures, et les cafards ont tout envahi. 4 espèces de cafards savailles ont été introduites pour recycler la matière organique, mais les cafards domestiques ordinaires étaient les survivants ultimes. Ils sont parvenus à s'infiltrer et à se multiplier, présentant une menace sérieuse pour les cultures. La nuit, la cuisine était envahie de cafards dès que les lumières s'éteignaient. Pour combattre cette infestation, le groupe a graissé des tasses de café avec du lubrifiant et y a mis des morceaux de papaye pour servir d'appât. Les cafards grimpaient à l'intérieur, mais ne pouvaient plus en escalader les bords glissants pour s'échapper. Avoir faim, manquer d'oxygène, faire face à des infestations d'insectes, cela suffirait à rendre fou n'importe qui. De violentes disputes ont conduit les gens à se jeter des tasses à la figure et à se cracher dessus. Finalement, le groupe s'est simplement scindé en deux. Ils ont arrêté de se parler et pouvaient se croiser dans les couloirs sans même s'adresser un regard. La moitié d'entre eux voulaient plus de nourriture et d'oxygène pour poursuivre l'expérience avec dignité, tandis que l'autre moitié croyait en leurs chances de survie sans aide extérieure, et ce quoi qu'il en coûte. En vérité, la chambre scellée avait été violée bien avant tout cela. Juste 2 semaines après leur entrée, une biosphérienne du nom de Jane Pointer
s'était coupé le bout du doigt dans un accident de cuisine en préparant du riz. Le médecin de la mission a essayé de le recoudre, mais cela n'a pas fonctionné et son doigt a noirci en quelques jours. Elle s'est rendue à un hôpital extérieur pour y être opérée, et quelques heures plus tard, elle est retournée à l'intérieur avec un sac de sport rempli de fournitures comme des pièces d'informatique et des pellicules couleur. Les journalistes n'ont découvert cette livraison furtive que bien des mois plus tard. Et en raison de cela, nombre de gens ont remis en question la crédibilité de toute l'expérimentation. Les médias ont traité l'expérience comme une émission de télé-réalité, la qualifiant de divertissement écologique à la mode. Les gros titres de partout dans le monde donnaient l'impression que l'équipe était sur le point d'y laisser la vie. Au point que leurs familles s'inquiétaient et appelaient sans cesse les biosphériens pour s'assurer qu'ils allaient bien. Le groupe avait l'impression d'être dans un zoo humain, avec des touristes venant de loin pour les regarder au travers de leur cage de verre. Rien que dans les premiers 6 mois, plus de 150 000 personnes ont visité l'endroit. La Biosphère 2 a fini par devenir un gag dans la culture populaire, inspirant une comédie appelée Biodome et des décennies de sketchs amusants. Vous vous demandez peut-être pourquoi aucun d'eux n'a abandonné l'expérience et n'est sorti par la grande porte. Eh bien, aucun des environnementalistes ne voulait être le premier à admettre que c'était au-dessus de ses forces. De plus, ils gardaient encore tous l'espoir de pouvoir relever le défi de la construction d'une seconde Terre. En bout de compte, ils sont parvenus à découvrir où étaient repassées les 7 tonnes d'oxygène manquant. Il avait été absorbé par le béton. Même si être essoufflé tout le temps peut sembler avoir été le plus grand défi qu'ils s'aient dû relever, les biosphériens ont déclaré que l'apprentissage du contact humain dans un environnement clos était encore plus difficile. Il semble que l'expérience ait été un énorme fiasco. Mais le groupe a acquis beaucoup de précieuses leçons. Ils ont prouvé qu'un écosystème scellé pouvait fonctionner pendant des années. Ils ont contribué à des études sur la restauration des récifs coralliens. Et leur ferme a montré qu'un rendement élevé et un recyclage complet des nutriments pouvaient être atteints sans l'aide de produits chimiques. Au cas où vous vous le demanderiez, ça n'a pas été la fin du complexe de verre. La seconde mission à l'intérieur de la Biosphère 2 a eu lieu en mars 1994. Maintenant, vous pouvez retourner au début de la vidéo pour comprendre comment ça a pu se passer pour eux. As-tu déjà entendu parler de Göbekli Tepe? C'est un site ancien en Turquie qui a littéralement fait réécrire les livres d'histoire par les historiens. Il y a plus de 11 000 ans, un groupe d'hommes préhistoriques a créé ce chef-d'œuvre énigmatique qui serait même plus ancien que Stonehenge. Avant sa découverte, les archéologues croyaient que les gens ne connaissaient pas encore le fer et n'étaient pas bien doués pour faire de la poterie. Ils étaient convaincus que la vie sédentaire n'avait émergé qu'avec le besoin d'agriculture. Mais Göbekli Tepe a déjoué cette croyance. Ce lieu a révélé que c'était le temple qui avait ouvert la voie à une vie sédentaire et non pas un mode de vie agraire. Jusqu'à cette découverte, les chercheurs pensaient que c'était l'agriculture qui avait été le catalyseur de la vie sédentaire. Voici le professeur Schmidt, l'homme dont les découvertes ont bouleversé cette théorie. Il a réussi à prouver que des communautés de chasseurs-cueilleurs avaient posé les toutes premières fondations de ce mode de vie. Retour dans les années 60, d'autres archéologues ont visité la région, mais ils ont totalement manqué le coche. En arpentant la région, ils sont tombés sur une colline, où étaient dispersées quelques dalles de calcaire, et en ont conclu qu'il s'agissait simplement d'un ancien cimetière datant du Moyen-Âge. Ils étaient à loin de se douter qu'il y avait tant à découvrir. En 1994, Schmidt s'est lancé dans sa propre enquête sur les sites préhistoriques de la région. Et surprise, il a immédiatement réalisé qu'il avait découvert quelque chose d'extraordinairement unique. Contrairement aux plateaux plats et stériles voisins, Göbekli Tepe présentait un sommet doucement arrondi, s'élevant à 15 mètres au-dessus du paysage environnant. De façon plutôt comique, la traduction du nom de cet endroit est « la colline Ventru ». Schmidt était sûr que seuls des humains auraient pu créer une chose pareille. Ces morceaux de calcaire brisés qui étaient pris à tort pour des pierres tombales se sont avérés être bien plus passionnants. C'était comme tomber sur un trésor caché. Les fragments ont pris un tout nouveau sens, et Schmidt, avec son équipe, se sont apprêtés à plonger dans les secrets cachés sous la surface. À leur grande surprise, ils n'ont trouvé aucune trace d'habitation. Pas de foyer pour cuisiner,
pas de maison, et aucun de ces adorables bibelots d'argile communément trouvés dans des sites voisins du même âge. Cependant, ils ont découvert que ces peuples anciens employaient déjà des outils, comme des marteaux en pierre. Schmidt et son équipe ont donc réfléchi ensemble et se sont livrés à une estimation audacieuse de l'âge des structures en pierre de Göbekli Tepe. Leur estimation a été confirmée par quelques datations au carbone effectuées sur place. L'aspect si ancien de ce lieu commençait enfin à avoir du sens. C'était comme un puzzle qui s'assemblait lentement. On pourrait penser qu'à l'époque, les gens n'avaient pas d'outils dédiés à la création de quelque chose d'aussi impressionnant que Göbekli Tepe. C'est faux. Il s'avère que ces hommes préhistoriques utilisaient des outils en silex au lieu de burins en métal sophistiqué. Ils étaient également doués pour tailler le calcaire plus doux et créer des piliers sur place. Ensuite, ils charriaient les piliers sur une courte distance jusqu'au sommet et les plaçaient verticalement. Une fois que les anneaux de pierre étaient terminés, on les couvrait de couches de terre. Avec le temps, on ajoutait de nouveaux anneaux, et voilà. Ça nous donne une colline épatante pour impressionner les gens dans le futur. Au cours de leur première année de fouilles, l'équipe a retrouvé près de 15 000 fragments d'ossements provenant de créatures sauvages. Les autochtones n'avaient pas d'animaux domestiques et ne cultivaient pas leur propre nourriture. Ils chassaient des bêtes sauvages pour leur repas. Mais les choses étaient sur le point de changer, car l'endroit présentait tout ce dont ils avaient besoin pour commencer à se livrer à l'agriculture. Les scientifiques affirmaient qu'ils disposèrent de céréales et de moutons sauvages qui auraient pu être domestiqués. Et devine quoi? À seulement 32 km de là, dans un village préhistorique, des généticiens ont retrouvé des traces des plus anciennes souches de blé domestiquées au monde. Ces découvertes sensationnelles ont complètement changé notre vision de la civilisation. Dans le passé, les experts pensaient que les gens devaient d'abord apprendre à cultiver, puis s'installer dans un endroit avant de pouvoir y construire des temples, et développer une société complexe. Mais devine quoi? Les recherches de Schmidt bouleversent cette notion. Il affirme que l'effort incroyable consacré à la construction de ces structures étonnantes a en réalité préparé le terrain en vue du développement de sociétés avancées. Cela signifie que ces changements sociétaux et culturels sont survenus avant l'agriculture. Schmidt entretient cette hypothèse fascinante à propos de Göbekli Tepe. Il pense qu'il aurait pu s'agir d'un lieu de sépulture spécial où les gens laissèrent leurs proches. Et voici le plus beau. Le site funéraire était orné de statues élégantes et de symboles représentant des divinités de l'autre monde. L'idée que Göbekli Tepe aurait pu servir de site sacré ajoute une autre couche de complexité à notre histoire. Alors que le véritable intérêt du site peut nous échapper, les réflexions de Schmidt nous invitent à considérer le lien profond qui unit la vie et l'au-delà et le respect que ces sociétés de chasseurs-cueilleurs auraient peut-être nourri pour leurs défunts ancêtres. Maintenant, évoquons les stars du spectacle. Les fascinantes colonnes en forme de T qui dominent Göbekli Tepe. Ces structures mystérieuses mesurent de 3 à 6 mètres de hauteur et représentent très probablement des figures humaines stylisées. Mais l'une d'elles se distingue du reste. Un bas-relief de lion en 3 dimensions. Cette représentation stimule vraiment notre imagination. Pourquoi ? Parce qu'elle suggère la possibilité que des lions aient erré en Anatolie durant la période néolithique. Ces pierres levées sont disposées en cercles et placées dans des fosses rectangulaires. Chaque cercle a une configuration similaire. 2 grands piliers en forme de T au centre, entourés de piliers légèrement plus petits, orientés vers l'intérieur. Tu parles d'un arrangement élégant. Ces imposants piliers atteignent les 5 mètres et pèsent entre 7 et 10 tonnes. Certains d'entre eux sont simples et épurés, tandis que d'autres sont de véritables œuvres d'art avec des gravures complexes. Les renards, les scorpions et les vautours prennent vie, rampent et se tordent sur les côtés des piliers. Mais il n'y a pas que des animaux qui soient représentés sur ces pierres. Certains piliers portent des formes abstraites représentant des hommes et même de petites gravures figurant des vêtements. Certains d'entre eux ont même des ceintures. Enfin, il y a un pilier qui se démarque des autres, comme une véritable rockstar. Ce très ancien pilier de pierre suggère qu'une comète se serait écrasée sur Terre.
Cela s'est produit pendant une période froide qui a duré environ un millénaire. Des études antérieures, examinant les carottes de glace du Groenland, avaient déjà évoqué cette théorie de la comète. Mais maintenant, les gravures de Göbekli Tepe la confirment. Les gravures de ces piliers sont comme une bande dessinée historique. Elles montrent même une figure humaine sans tête. Les chercheurs ont traité ces images par ordinateur et ont découvert leur lien avec les constellations, ce qui indique que ce temple aurait pu être un ancien observatoire. C'est comme si nos ancêtres essayaient de documenter cet événement cataclysmique de leur manière unique. Les archéologues fouillent et analysent Göbekli Tepe depuis le milieu des années 90, révélant couche après couche d'histoire et nous fournissant une compréhension plus profonde des relations complexes qui régissaient les premières sociétés. Et ils n'ont aucune intention de s'arrêter pour les 150 années à venir. Qui sait ce qu'on trouvera encore? Car vois-tu, Göbekli Tepe a été uniquement considéré comme un site rituel, sans signe d'activité domestique. On nous a laissé croire que l'absence d'eau signifiait qu'il ne pouvait pas supporter de communautés semi-sédentaires. Mais les chercheurs pensent qu'il est temps de secouer les choses et d'approcher Göbekli Tepe avec un regard neuf. Il pourrait être bénéfique de remettre en question ce que nous croyions auparavant et d'utiliser de nouvelles preuves et différentes façons de penser. Ainsi, il pourrait y avoir un groupe de personnes vivantes dans cette région qui ne restaient pas au même endroit tout le temps. Ils se déplaçaient un peu mais avaient tout de même une culture propre, vivant dans la région de manière semi-sédentaire. Göbekli Tepe n'est pas seulement l'emplacement d'un temple unique, mais aussi d'une incroyable collection de plus de 20 structures anciennes. À mesure que les archéologues sondent les profondeurs de cette merveille, ils en comprennent la disposition unique, avec 2 points focaux proéminents au cœur de chaque fondation, complétés par des structures plus petites et des murs de partage. Ce qui était encore plus fou, c'est que l'on compte également plus de 200 obélisques dans les parages. Le corps humain est une machine parfaitement équilibrée, n'est-ce pas? Eh bien, pas vraiment dans mon cas. Normalement, toutes ces parties fonctionnent parfaitement ensemble pour nous permettre de prospérer et, bien sûr, de rester en vie. Chacun de nos organes est essentiel à nos activités quotidiennes, qu'il s'agisse de respirer, de marcher, de parler ou de trouver des idées brillantes qui font avancer l'humanité. Mais sont-ils vraiment indispensables? Avons-nous vraiment besoin de toutes ces parties du corps? Ou certaines d'entre elles ne sont-elles que d'anciennes reliques qui nous sont tombées dessus au cours de ce jeu étrange? Quelle évolution! Les dents de sagesse, par exemple. Ça fait longtemps qu'on me les a enlevées. Et oui, ce sont ces paires de dents coincées au fond de la bouche pour lesquelles il faut souvent aller chez le dentiste. Elles sont également appelées 3e molaires. Et, bien qu'elles puissent être utilisées pour mâcher de la nourriture, beaucoup de gens pensent qu'elles sont tout simplement inutiles. Et sache qu'environ 22% des gens dans le monde n'ont même pas ces 4 molaires en rab. Lorsqu'elles poussent, elles sont susceptibles d'être incluses. Ce qui signifie qu'elles restent coincées dans l'os de la mâchoire et ne peuvent pas sortir correctement de la gencive. Tout cela parce que nos mâchoires sont souvent trop petites pour les accueillir. Certains scientifiques avisés pensent que c'est parce que nous avons évolué vers des mâchoires plus étroites au fil du temps. Des données récentes montrent également que ce que nous mangeons lorsque nous sommes enfants pourrait également être en cause, mais il est difficile d'en être sûr. Apparemment, la consommation d'aliments difficiles à mâcher, comme les légumes crus et les noix, peut stimuler la croissance des mâchoires, tandis que la consommation d'aliments mous et transformés peut en quelque sorte la freiner. Cela laisse peu d'espace pour que les dents du fond puissent se développer. Disparaîtront-elles complètement à l'avenir? Je suppose que nous, les mammifères humanoïdes, devrons attendre pour voir ce qu'il en estimate. À présent, parlons de l'organe voméronasal, ou, comme j'aime à l'appeler, de l'instrument secret du nez. Vois-tu, les rongeurs et les autres mammifères ont cette formidable capacité à communiquer entre eux grâce à des signaux chimiques appelés phéromones. Et devine quoi? Ils disposent d'un organe spécial, l'organe voméronasal ou OVN, qui les aide à détecter ces phéromones. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Alors que la plupart des êtres humains adultes ont quelque chose qui s'apparente à un OVN dans leur nez, il s'avère qu'il s'agit essentiellement d'un vestige inutile. Les neuroscientifiques affirment même que si l'on examine l'anatomie de cet organe,
on n'y distingue aucune cellule ressemblant à celle d'organes similaires chez d'autres mammifères. De plus, chez l'homme, cet organe ne semble pas non plus communiquer avec le cerveau. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles toutefois. Même si l'OVN humain présente peu d'intérêt, il semble qu'il puisse encore réagir à certaines phéromones. L'homme gardera-t-il cet organe sur sa liste des projets évolutifs en cours? Pour l'instant, plaçons-le dans la pile des peut-être. Et maintenant, voici une petite histoire. Les animaux dotés d'une queue ont besoin de cette structure pour de nombreuses raisons. Certains en ont besoin pour leur équilibre, d'autres pour se diriger, d'autres encore pour attirer des partenaires potentiels. Mais savais-tu que lorsque nous sommes âgés de quelques semaines dans le ventre de notre mère, nous avons aussi une queue? C'est exact. Nous avons une petite queue complète avec ses propres vertèbres. Au fur et à mesure que nous nous développons, cette queue disparaît comme par magie, et il ne nous reste plus que notre fidèle coccyx. Les humains et les grands singes ont la particularité de ne pas avoir de queue, contrairement aux autres primates. La raison pour laquelle les grands singes ont perdu leur queue reste un mystère, mais nous sommes tous d'accord pour admettre que cela nous distingue des babouins et autres macaques. Cependant, de temps à autre, un humain naît avec une petite queue vestigiale. C'est mignon, non? Mais ne te réjouis pas trop vite, car ces queues-là n'ont pas de vertèbres et peuvent parfois être associées à une pathologie de la colonne vertébrale. Quoi qu'il en soit, ces queues sont généralement inoffensives et peuvent être facilement retirées par une intervention chirurgicale rapide. Et soyons honnêtes, ce n'est pas comme si elle allait nous manquer. Après tout, qui a besoin d'une queue quand on a des bras et des jambes pour se déplacer? Et puis, peux-tu seulement imaginer essayer de trouver un pantalon à ta taille avec une queue qui dépasse dans le dos? Ce n'est pas très esthétique. Il y a peu de chances que l'homme ait besoin d'une queue à l'avenir. Alors je suppose que les générations futures peuvent déjà dire adieu à ces os de la queue. Les humains possèdent également un drôle de petit repli de membrane dans le coin intérieur des yeux, appelé le pli semi-lunaire de la conjonctive. Il s'agit en fait de CE qui restent d'une troisième paupière, que l'on trouve encore chez certains animaux, comme les gorilles et d'autres primates. Mais le plus curieux, c'est que même nos proches parents, les chimpanzés, présentent ce petit repli qui semble inutile. Nous ne sommes donc pas les seuls à avoir cette bizarrerie oculaire. En parlant de membranes inhabituelles, elles remplissent diverses fonctions chez différents animaux, comme la protection de l'œil contre la saleté et l'humidité, ou la dissimulation de l'iris contre les prédateurs. Certaines espèces peuvent même voir à travers leurs membranes transparentes lorsqu'elles sont sous l'eau ou sous terre. Maintenant, la raison pour laquelle nous, les humains, avons perdu notre troisième paupière reste un peu mystérieuse. Peut-être que l'évolution de notre habitat et de la physiologie de nos yeux l'a rendue inutile, ou peut-être que nous sommes devenus trop cool pour avoir une troisième paupière. Qui sait? Avec ou sans organes vestigiaux, il est intéressant d'imaginer à quoi pourraient ressembler les humains dans le futur. De nombreux organes sont devenus obsolètes en raison de l'évolution de notre mode de vie. Aimerais-tu jeter un coup d'œil sur à quoi nous pourrions ressembler dans le futur? Et dans la même veine, ou artère, as-tu déjà entendu parler du concept de griffe du texto? C'est lorsque tu passes tellement de temps à taper sur ton téléphone ou ton ordinateur portable que ta main commence à avoir des crampes qui lui donnent une forme de griffe. Et ce n'est là qu'un des changements physiques qui pourraient nous arriver si nous ne prenons pas soin de notre corps dans ce monde dominé par la technologie. Mais nos mains ne sont pas les seules concernées. Nous pourrions nous retrouver avec des coudes à 90 degrés à force de tenir constamment nos appareils à cet angle. Et même un cerveau plus petit à cause de toutes les distractions et de la surcharge d'informations. Bon, je sais, ce que tu te dis. On ne va quand même pas abandonner la technologie et revenir à l'âge de pierre. Et tu as sûrement raison, nous ne sommes pas obligés d'en arriver là. Mais nous devons rester conscients des effets négatifs potentiels et prendre des mesures pour les réduire. C'est pourquoi une équipe de concepteurs a uni ces efforts créatifs pour nous présenter Mindy, un humain du futur dont le corps aurait changé physiquement en fonction de l'utilisation constante et sans fin de smartphones, d'ordinateurs portables et d'autres types d'appareils chronophages. Bien que les altérations exagérées du corps de Mindy ne représentent peut-être pas notre avenir proche, les préoccupations qui les sous-tendent sont bien réelles. Que pouvons-nous donc faire ? L'une des suggestions serait de s'éloigner régulièrement de nos écrans et de se dégourdir un peu les jambes. Peut-être même encourager le yoga au bureau ou les soirées dansantes pour faire circuler le sang. Il n'est pas nécessaire d'abandonner complètement la technologie, mais nous devons être conscients de ses effets sur notre corps et notre esprit. Dans plusieurs années, nous pourrions même devenir plus petits. Un scientifique estime que si nous étions plus petits,
notre corps aurait besoin de moins d'énergie, ce qui serait très utile sur notre planète de plus en plus surpeuplée. Il est amusant de penser à quel point nos vies sont différentes aujourd'hui de celles des chasseurs-cueilleurs. À l'époque, nous ne devions interagir qu'avec une poignée de personnes tous les jours. Aujourd'hui, se souvenir des noms de tout le monde est une caractéristique très importante, et il se pourrait même que nous soyons amenés à l'améliorer. Et sache que la technologie pourrait en fait jouer un rôle dans notre évolution. Certains chercheurs pensent que nous pourrions un jour avoir des implants dans notre cerveau qui nous aideraient à nous souvenir du nom des gens. C'est comme si tu avais un annuaire biologique directement dans ton corps. Ne serait-ce pas pratique? Et qui sait, peut-être qu'à l'avenir, nous aurons même une technologie visible qui fera partie de notre apparence. Imagine un œil artificiel capable de percevoir des couleurs et des images différentes. Et je ne parle même pas de ce à quoi nous pourrions ressembler si nous colonisions Mars. En raison de sa faible gravité, notre corps pourrait changer de toutes sortes de façons. Nous pourrions avoir des bras et des jambes plus longs, voire des poils isolants comme nos ancêtres de Néandertal. Il est difficile de déterminer ce à quoi nous pourrions ressembler à l'avenir sans disposer de données très précises pour étayer ces projections. Mais on peut dire que ces changements seront pour le moins intéressants. Quant à moi, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est trop tard. J'ai déjà dit plus de 1400 mots et il est temps de nous quitter. À plus. Les éclipses solaires sont des tours de magie cosmique au cours desquelles la Lune avale le Soleil. Sauf qu'il ne s'agit pas de magie, mais de science. Essayons de savoir comment tout ça fonctionne et comment on peut observer ce phénomène fascinant. Tout commence au moment où la Lune, le Soleil et la Terre s'alignent avec la Lune directement entre nous et notre étoile. Cet alignement est possible parce que l'orbite de la Lune autour de la Terre est légèrement inclinée par rapport à celui de la Terre autour du Soleil. Les éclipses solaires ne se produisent qu'avec les nouvelles lunes, quand la Lune est la plus proche de la Terre sur son orbite. Ainsi, lorsque l'alignement est parfait, l'ombre de la Lune est projetée sur la Terre, ce qui empêche la lumière du Soleil de nous atteindre. Imagine-toi dans une pièce où il y a un interrupteur géant, mais au lieu d'éteindre la lumière, tu la caches simplement avec une grosse lune. Voilà ce qu'on appelle une éclipse solaire. Elles ne sont pas régulières et ne se produisent que quelques fois par an. Plusieurs facteurs déterminent leur fréquence. Par exemple, l'alignement de la Lune, du Soleil et de la Terre, et la position de notre satellite autour de la Terre. Il existe 3 types d'éclipses solaires, totale, partielle et annulaire. Une éclipse solaire totale se produit lorsque la Lune recouvre complètement le disque du Soleil et que le ciel devient sombre comme s'il faisait nuit. Cette phase peut durer de quelques minutes à un peu plus d'1 heure, selon la distance entre la Lune et la Terre au moment de l'éclipse. Une éclipse solaire totale ne peut être visible qu'à partir d'une région spécifique de la Terre appelée le chemin de la totalité. Ce chemin est généralement une étroite bande de terre ou de mer. Et s'il se trouve que tu es au bon endroit, tu pourras profiter de cette vue magnifique. Malheureusement, tout le monde n'a pas la chance d'assister à une éclipse solaire totale. Parfois, la Lune ne recouvre qu'une partie du Soleil. Dans ce cas, tu verras un soleil en forme de croissant au lieu d'un soleil complètement avalé. C'est ce qu'on appelle une éclipse solaire partielle. Et si tu n'as vraiment pas de chance, il se peut que la Lune soit trop éloignée de la Terre pour recouvrir complètement le Soleil. Dans ce cas, tu verras un anneau lumineux autour de la Lune. C'est ce qu'on appelle une éclipse solaire annulaire. Les éclipses solaires font partie des phénomènes célestes les plus spectaculaires que l'on puisse observer. Les hommes les ont admirées et étudiées tout au long de l'histoire, et elles ont joué un rôle important dans notre compréhension du Soleil, de la Lune et de la Terre. Nous les avons utilisées pour mesurer la taille et la distance de la Lune et du Soleil, pour étudier l'atmosphère solaire et pour tester la théorie de la relativité générale d'Einstein. Les éclipses solaires ont toujours été importantes pour les humains, et ils les ont associées à différents mythes et superstitions. Certaines cultures y voyaient un présage funeste ou un moyen de communication entre les dieux et les hommes. D'autres pensaient qu'on pouvait y lire l'avenir ou faire fuir les mauvais esprits grâce à elles. Ces croyances nous montrent l'importance que les gens accordaient aux éclipses solaires. Il y a eu de nombreuses éclipses solaires mémorables au cours des siècles, chacune avec une histoire et une signification particulière. En voici quelques exemples parmi les plus mystérieuses, les plus cool ou les plus célèbres. L'éclipse de Thalès est l'une des éclipses solaires les plus célèbres de l'histoire. Elle se serait produite en l'an 585 avant notre ère,
et aurait été prédite par le philosophe grec Thalès de Milet. Selon la légende, Thalès aurait prédit l'éclipse en observant les cycles de la Lune et sa prédiction aurait étonné et effrayé les gens de l'époque. L'éclipse de Ptolémée est une éclipse solaire totale qui se serait produite en l'an 150 de notre ère. Elle est célèbre parce qu'elle est mentionnée dans les écrits de l'astronome grec Ptolémée. Il s'est servi de ses observations des cycles de la Lune pour faire sa prédiction, qui a, elle aussi, grandement étonné ses concitoyens. L'éclipse du siècle est une éclipse solaire totale qui s'est produite le 11 juillet 1991. Elle fut visible depuis une grande partie de l'Amérique du Sud. Il s'agit de la plus longue éclipse solaire totale du XXe siècle. Elle a duré plus de 6 minutes et demie. L'éclipse des Pyramides est une éclipse solaire totale qui s'est produite le 20 mars 2015 et qui fut visible depuis une partie de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient. Elle est devenue célèbre car elle est passée directement au-dessus des antiques pyramides de Gizeh en Égypte, offrant une occasion unique aux scientifiques et aux touristes d'étudier l'éclipse depuis ce lieu historique. Et bien sûr, la grande éclipse américaine de 2017. Il s'agit d'une éclipse solaire totale, visible depuis une grande partie des États-Unis, d'une côte à l'autre. Ce fut la première éclipse totale visible depuis les États-Unis contigus en près de 40 ans, et elle a attiré des millions de spectateurs et presque tous les médias. Étant donné qu'il s'agit d'un phénomène rare, personne ne souhaite le rater. Par chance, nous disposons d'un calendrier des éclipses solaires qui doivent se produire au cours des prochaines années. La grande éclipse nord-américaine de 2023 devrait être visible depuis une grande partie de l'Amérique du Nord, du Nord-Ouest Pacifique à la région des Grands Lacs. Il s'agit de la première éclipse totale visible aux États-Unis depuis la grande éclipse américaine de 2017. L'éclipse des Andes de 2024. Celle-ci devrait être visible depuis certaines parties de l'Amérique du Sud, notamment le Chili et l'Argentine. Il s'agira de la première éclipse totale visible en Amérique du Sud depuis l'éclipse du siècle de 1991. L'éclipse de l'Antarctique de 2025. Elle sera visible depuis la partie arctique de notre planète, notamment dans certaines régions du Canada et du Groenland. Ce sera la première éclipse totale visible en Antarctique depuis près d'un siècle. Et l'éclipse du Pacifique de 2026. Cette éclipse sera visible depuis une partie de l'océan Pacifique, notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Il convient de noter que le moment exact et la visibilité de ces éclipses changeront à mesure que nous préciserons nos prédictions. En outre, d'autres éclipses solaires pourraient se produire dans les années à venir. N'oublie pas d'aller jeter un œil sur Internet. Mais une question demeure. Comment les observer ? Eh bien, il faut faire très attention. Voici quelques conseils. Protège bien tes yeux. Ne regarde jamais directement le soleil, même pendant une éclipse. Ta vue risquerait d'en souffrir. Pour observer une éclipse solaire en toute sécurité, il faut utiliser des lunettes d'éclipse certifiées ou un projecteur à sténopée. Ces dispositifs te permettent de regarder l'éclipse sans fixer directement le soleil. Et ils protégeront tes yeux de ces dangereux rayons. Trouve un bon endroit pour observer l'éclipse. Pour profiter au mieux d'une éclipse solaire, il faut se trouver dans un lieu situé sur sa trajectoire et où le ciel est suffisamment dégagé. Utilise un appareil photo ou un télescope. Si tu as un appareil photo ou un télescope doté d'un filtre solaire, tu peux l'utiliser pour prendre des photos ou observer l'éclipse. Veille seulement à bien préparer tes yeux et ton instrument. Informe-toi. Il est important de bien se renseigner sur ces phénomènes, notamment sur leur moment exact, leur trajectoire et le type d'éclipse dont il s'agit. Cela t'aidera à te préparer. Tu pourras ainsi disposer de l'équipement nécessaire et prendre toutes les précautions requises. Et voilà, plutôt simple, pas vrai ? Si tu suis ces conseils, tu pourras assister aux éclipses solaires en toute sécurité et de manière responsable. Et si tu as l'occasion d'en voir une un jour, n'oublie pas de prendre des photos et de les partager avec tes amis. C'est une expérience unique dont tu te souviendras longtemps. Salut, chers terriens. Si vous pensez que vous êtes ce spécial parce que vous vivez sur la seule planète habitable de l'univers, détrompez-vous. Qu'est-ce qui fait qu'une planète est propice à la vie ? Tout un ensemble de facteurs, comme la planète elle-même, ses voisines et l'étoile autour de laquelle elle gravite. Une planète habitable est une planète qui peut accueillir la vie, notamment grâce à l'accès à l'eau, aux sources d'énergie et aux nutriments.
La Terre, par exemple, se trouve dans la zone habitable. Elle peut donc avoir de l'eau liquide à sa surface. Mais le fait de se trouver dans cette zone ne signifie pas automatiquement qu'une planète est vraiment habitable. Des niveaux de radiation excessifs, par exemple, peuvent rendre une planète inhabitable, même si elle a la bonne température. En résumé, nous avons besoin d'eau, d'une bonne orbite et d'un ensemble de nutriments d'origine chimique que l'on peut trouver dans le tableau périodique des éléments de Mendeleïev ou dans vos friandises préférées. Regardez cette exoplanète, K2-18b. Le terme exoplanète ne signifie pas qu'elle est exotique, mais simplement qu'elle est située en dehors du système solaire. La plupart des planètes doivent être en orbite autour de quelque chose, à moins qu'il ne s'agisse de planètes vagabondes, c'est-à-dire des objets de la taille d'une planète qui flotte dans l'espace, mais ne tourne pas autour d'une étoile ou d'une naine brune. K2-18b, elle, est en orbite autour d'une naine rouge appelée K2-18. Il ne s'agit pas d'une étoile ordinaire visible à l'œil nu dans le ciel nocturne. Si cette étoile est difficile à observer, c'est en raison de sa faible luminosité. K2-18b est en effet une planète très lointaine. Elle est située à 38 parsecs de la Terre. Un parsec correspond à environ 31 000 milliards de kilomètres. Faites donc le calcul. Un indice, il y a beaucoup de zéros. K2-18b est une sous-Neptune, ce qui signifie que son rayon est inférieur à celui de Neptune. Cependant, elle est beaucoup plus grande que notre humble demeure. Son rayon est environ 2,6 fois plus grand que celui de la Terre. Quant à son poids, K2-18b est bien plus volumineuse que la Terre. Elle est environ 8 fois plus massive. Cette planète met 33 jours à faire le tour de son étoile et reçoit à peu près autant de lumière stellaire que la Terre en reçoit du Soleil. L'intensité lumineuse de cette planète est 1,28 fois supérieure à celle de la Terre et sa température d'équilibre est de moins 2 degrés Celsius. Non, cela ne signifie pas que K2-18b ressemble à New York en janvier. Cela nous donne seulement une idée de la température théorique qui y règne. La température d'équilibre planétaire est en fait la température qu'aurait une planète si elle était parfaitement équilibrée en termes de rayonnement. Soit lorsque la quantité de chaleur qui quitte une planète est la même que celle qui y entre. Les billions de kilomètres qui nous en séparent ne sont pas un problème pour les instruments puissants dont nous disposons, tels que le télescope spatial Kepler qui a découvert cette planète et le télescope spatial James Webb qui étudie son atmosphère. En 2019, des scientifiques ont annoncé qu'ils avaient trouvé de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de l'exoplanète K2-18b, ce qui a suscité un intérêt considérable pour ce monde insolite. 4 ans plus tard, le télescope James Webb a détecté du dioxyde de carbone et du méthane tourbillonnant dans l'air de cette planète. Le dioxyde de carbone est notre meilleur ami sur Terre. Les humains en ont besoin pour respirer correctement et maintenir le pH de leur sang, et les plantes l'adorent également, car il les aide à produire de l'oxygène grâce à la photosynthèse. Il est évident que nous ne pourrions pas survivre sans lui, sans méthane non plus. Toutefois, ce petit bijou a suscité encore plus d'enthousiasme chez certains scientifiques, qui ont découvert dans son atmosphère des molécules gazeuses de sulfure de diméthyle assez bizarres. En 2023, des scientifiques de l'université de Cambridge ont donc repéré des molécules contenant du carbone, du méthane et du dioxyde de carbone sur K2-18b. Cela pourrait signifier que cette atmosphère riche en hydrogène et de l'eau à sa surface. Il est également possible qu'on y trouve du sulfure de diméthyle, plus simplement nommé DMS. Sur Terre, cette substance est généralement liée à la vie, car elle est habituellement produite par le phytoplancton de nos océans. Le fait que nous ayons détecté des traces de DMS sur K2-18b est comparable à la découverte d'un billet de loto gagnant dans une barre de chocolat cosmique. Ça vous donne des petits frissons, n'est-ce pas? Pourquoi le DMS est-il si important? Il joue un rôle crucial dans le cycle du soufre et influe même sur notre climat en contribuant à la formation des nuages. La présence de DMS sur d'autres planètes pourrait être le signe d'une présence biologique similaire à la nôtre. Il semblerait que cette planète soit un bon endroit, avec ses températures pas trop rigoureuses et tous les nutriments nécessaires pour nous maintenir en vie. Que pensez-vous de son aspect général? Il a probablement fallu quelques millions d'années à la planète pour se constituer. Même si les choses se réchauffent dans les profondeurs, cela ne devrait pas faire une grande différence à la surface. Certains experts pensent qu'elle pourrait abriter un océan d'eau ou de lave en fusion
avec une atmosphère riche en hydrogène, un peu comme sur les géantes gazeuses telles qu'Uranus ou Neptune. Cette dernière ne correspond pas vraiment aux normes de notre Terre, puisque notre atmosphère est principalement composée d'azote. S'il y a un océan, il se trouve probablement sous une épaisse couche de glace et de roches, ce qui pourrait perturber le climat de la planète. Lorsque la température atteint des sommets, la frontière entre l'océan et le ciel s'estompe. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs de l'existence d'un océan liquide sur K2-18b. Il est difficile de l'apercevoir de si loin. La taille et le poids de la planète ne suffisent pas à nous éclairer à ce sujet. On se demande donc s'il y a un océan d'eau liquide sur cette planète. Au départ, nous pensions que de l'eau à l'état supercritique était plus probable. Mais de nouvelles observations indiquent qu'il s'agit plutôt d'un océan liquide. Des gaz suspects, des hydrocarbures et de l'ammoniac pourraient y passer de l'air à l'eau s'il s'agit bien d'un océan. Ce qui pourrait signifier qu'il n'y a pas de frontière nette entre le ciel et la mer. Mais certains experts estiment qu'un océan de roches en fusion pourrait jouer le même rôle. D'autres pensent qu'une mini-Neptune riche en gaz pourrait également expliquer la situation. Le télescope spatial Hubble a fouiné un peu et a découvert que K2-18b a une atmosphère remplie d'hydrogène. On pense qu'il y a peut-être aussi de la vapeur d'eau, mais c'est encore un peu mystérieux. Apparemment, le télescope James Webb a jeté un coup d'œil et a détecté moins de 0,1% de vapeur d'eau, peut-être parce que la planète a une stratosphère sèche. Quant à l'ammoniac, il est quasiment inexistant dans ce monde lointain. Le méthane et le dioxyde de carbone semblent dominer l'atmosphère avec une proportion d'environ 1%. Mais ne vous attendez pas à voir d'autres oxydes de carbone se mêler à la fête. Leur concentration n'est qu'une supposition à ce stade. L'atmosphère de K2-18b ne représente qu'une petite fraction de sa masse totale, environ 6,2%, et elle est probablement similaire à celle d'Uranus et de Neptune. Du point de vue de la brume, il n'y a pas grand-chose, et les nuages d'eau demeurent un mystère. Il s'agit probablement de nuages glacés, mais il n'est pas exclu qu'il y ait aussi des nuages d'eau liquide. Outre l'eau, l'atmosphère pourrait également contenir des nuages de chlorure d'ammonium, de sulfure de sodium, de chlorure de potassium et de sulfure de zinc, en fonction de la nature de la planète. Si c'est le cas, alors les choses pourraient devenir un peu plus compliquées dans l'atmosphère de cette planète, avec une inversion de température et quelques soucis dans la stratosphère, une journée comme les autres dans l'espace. Jusqu'à présent, les scientifiques ont proposé plusieurs modèles climatiques pour K2-18b. Par exemple, certains pensent que la température est la même sur toute la planète, à moins qu'elle ne tourne très vite. Et alors, il y aurait une différence entre les pôles et l'équateur. Mais elle serait à peine perceptible. Mais il ne s'agit pour l'instant que de spéculation. La quantité de rayonnement que K2-18b reçoit de son étoile est similaire à celle de la Terre. La température de la planète pourrait donc être très froide ou relativement chaude. C'est l'atmosphère et les nuages qui déterminent si la planète peut abriter la vie. Les scientifiques pensent que des micro-organismes terrestres pourraient y survivre, même avec tout cet hydrogène. Mais il est difficile de dire s'il y a de la vie sur K2-18b, parce que les gaz que nous recherchons habituellement pourraient ne pas être présents dans son atmosphère. Les scientifiques pensent que le télescope spatial James Webb pourrait être en mesure de détecter différents marqueurs de vie sur cette planète, si on lui en laisse le temps. C'est une nuit claire et tu es dehors en train d'observer les étoiles. La Voie lactée, à elle seule, te semble immensément grande. En consultant ton téléphone, tu apprends que la galaxie dans laquelle tu te trouves en ce moment précis fait 100 000 années-lumière de large. Pour te donner une échelle, une année-lumière représente déjà une très grande distance. Ainsi, il faut 4,2 années-lumière pour se rendre de la Terre à Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de notre planète à l'exception du Soleil. Ainsi, 100 000 années-lumière, c'est bien plus que ce que nous, simples mortels, pouvons concevoir. Et il ne s'agit là que d'une seule galaxie. Il en existe beaucoup d'autres. Au vu de pareilles données, il semble peu probable que nous soyons la seule forme de vie dans l'univers, n'est-ce pas ? Mais comment se fait-il que nous n'ayons jamais rien découvert d'autre jusqu'à présent ? Autant être clair. La vie extraterrestre ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit de petits bonhommes verts. Il peut aussi s'agir de micro-organismes, des bactéries et des plantes que l'on pourrait trouver sur d'autres planètes. En réalité, il existe un large éventail de possibilités pour que la vie existe ailleurs que sur Terre. Et si l'on considère qu'il y a jusqu'à 50 milliards de planètes dans la Voie lactée, il semble très peu probable que nous soyons seuls dans ce vaste univers.
À quoi ressemblerait la vie sur d'autres corps célestes? C'est ce que nous avons passé des années à essayer de découvrir, et je t'invite à prendre part à cette réflexion. Une planète peut aujourd'hui paraître stérile, mais elle peut présenter des traces de matière organique ou de fossiles, indiquant qu'une forme de vie a pu y prospérer autrefois. Il se peut aussi que certaines planètes abritent des formes de vie dotées d'une biochimie complexe, ce qui signifie qu'elles peuvent avoir une faune comparable à celle que nous avons sur Terre, mais probablement très différente. La NASA a contribué au développement d'une science spécifique, consacrée à l'étude des formes de vie en dehors de la Terre. Il s'agit de l'astrobiologie. Dès sa création en 1958, l'agence spatiale n'a pas tardé à se lancer dans la recherche de vie extraterrestre et elle l'a rapidement incorporée à son action. Il s'agissait d'abord de comprendre comment la vie s'était formée sur Terre, et ensuite comment elle aurait pu apparaître sur d'autres planètes. La première fois que la NASA a tenté de rechercher des formes de vie dans l'espace, c'était en 1976. L'atterrisseur Viking s'était lancé dans l'espace en direction de Mars. On s'attendait à ce que l'humanité en rapporte les premières preuves de vie extraterrestre. Mais hélas, l'atterrisseur est revenu bredouille, avec des images d'une planète aride et désolée, et les savants de l'époque ont été extrêmement déçus. Les conclusions scientifiques sur la possibilité de détecter de la vie là-bas ont laissé tout le monde perplexe. Mais pour trouver, il faut d'abord savoir ce que l'on cherche, n'est-ce pas? L'échec de la mission Viking a permis d'alimenter les débats entre les chercheurs de la NASA sur la définition même de la vie. Il a également permis d'attirer leur attention sur un petit détail très important. Les engins spatiaux quittant la Terre emmènent généralement avec eux des micro-organismes et des bactéries terrestres, de façon fortuite, qui s'attachent naturellement aux véhicules. Il s'est avéré que ces bactéries pouvaient contaminer les échantillons des scientifiques, d'où la nécessité d'en tenir compte. Tout cela a fait passer les expéditions martiennes au second plan dans les projets à court terme de la NASA. Une nouvelle question prioritaire est apparue. Quels étaient les types et les stades de développement de la vie que les programmes spatiaux pouvaient espérer identifier? Les scientifiques avaient déjà peut-être rencontré la vie sur d'autres planètes, mais ils n'avaient pas été en mesure de l'identifier comme telle. C'est pourquoi la NASA a commencé à se pencher sur notre propre planète. Tout a été étudié, des formes de vie anciennes qui vivaient il y a des milliards d'années aux créatures vivantes qui arpentent aujourd'hui la Terre. On a compris que la recherche devait être effectuée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Examinons le développement de la vie sur Terre depuis sa création. Et imaginons que ce développement puisse être représenté comme une échelle ou un escalier, et que chaque étape de ce développement ne soit qu'une volée de marche d'un escalier plus grand. Tout d'abord viendrait la chimie de base, une soupe d'éléments chimiques en vrac, comme ceux que nous voyons dans le tableau périodique. Mais ces éléments doivent s'assembler en structures plus complexes pour pouvoir se reproduire, changer et évoluer. C'est ce qui se produit lors de la seconde étape, au cours de laquelle nous commençons à observer la formation d'organismes microscopiques. Au cours de la troisième étape, ces cellules se combinent pour devenir des organismes multicellulaires, ce qui permet une plus grande complexité et une plus grande variété. À l'étape supérieure, les espèces peuvent développer de plus gros cerveaux, ce qui permet à terme l'utilisation d'outils, le partage des connaissances et la culture. C'est là que se situe l'humanité. En regardant cette échelle, on peut se demander ce qu'il faudrait pour qu'un organisme multicellulaire évolue vers un être humain pleinement formé. C'est ce qu'on appelle le grand filtre. Il s'agit d'un énorme saut évolutif nécessitant beaucoup d'efforts, ainsi que des conditions environnementales parfaites pour se produire. Étant donné que nous n'avons jamais entendu parler d'autres civilisations extraterrestres, il se pourrait que nous soyons les seuls à avoir été capables d'accomplir ce saut. Après tout, quelle est la probabilité de trouver une vie semblable à la nôtre en dehors de la Terre? Cela dépend du nombre de planètes qui se trouvent dans la zone boucle d'or de leur étoile. Autrement dit, la zone autour d'une étoile où l'eau peut se trouver à l'état liquide. Comme les étoiles existent dans toutes les tailles et toutes les configurations, cette zone est différente pour chaque système stellaire. Mais ce n'est pas le seul critère que nous connaissions pour déterminer la présence possible de la vie. Nous recherchons généralement 3 éléments pour la détecter: de l'eau liquide, du méthane et de l'oxygène. L'eau permet aux composants chimiques de se mélanger et de se connecter, formant ainsi des êtres multicellulaires. Le méthane est produit par le processus de décomposition des bactéries et l'oxygène est le sous-produit de la respiration des plantes. Ce sont là quelques-uns des signes révélateurs que le télescope James Webb a été programmé pour rechercher.
Ce télescope a plusieurs objectifs ambitieux, qui pourraient bien révolutionner les sciences spatiales. Ses principales priorités sont de détecter des formes de vie potentielles, en étudiant les petites galaxies en orbite autour de la Voie lactée. Il recherchera également les étoiles les plus anciennes de l'univers, afin de recueillir des données sur l'origine de l'univers lui-même. Ce n'est pas une mince affaire. La NASA a mis 2 variables sur ce nouveau télescope. Un examen approfondi des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes situées en dehors de notre système solaire. Et la recherche d'extrémophiles, un type de vie qui survit aux environnements les plus extrêmes. Les extrémophiles ont été découverts pour la première fois sur la planète Terre dans les années 1960, au fond de la mer qui borde les îles Galapagos. Les chercheurs ont trouvé des micro-organismes vivant à proximité des cheminées hydrothermales qui jalonnent les fonds marins de cette partie du monde. Il faut beaucoup de résistance pour prospérer dans des endroits comme ceux-ci, où les températures sont extrêmes et dépassent parfois les 370 degrés. Tu imagines une telle chaleur? Cette découverte a marqué un tournant dans le domaine de l'astrobiologie, car les scientifiques ont compris que la vie pouvait se développer dans des conditions extrêmement difficiles, similaires à l'atmosphère présente sur plusieurs exoplanètes. Mais la vie pourrait bien apparaître dans notre propre voisinage si nous sommes assez chanceux. Guidée par le mantra de « chercher l'eau », la NASA lance 2 missions importantes à l'intérieur de notre système solaire, qui pourraient largement contribuer à la recherche de vie extraterrestre. Tu te souviens de Jupiter, n'est-ce pas? C'est la géante gazeuse qui possède la Lune nommée Europe. Il y a quelques années, les scientifiques ont découvert qu'Europe possédait un océan caché sous plusieurs kilomètres de croûte de glace. Et ce n'est pas tout. D'après les recherches, l'eau d'Europe serait salée, tout comme celle de notre planète. Europe est une candidate de taille pour y découvrir la vie. Mais la mission Europa Clipper n'a pas pour but d'essayer de l'identifier. Elle se mettra plutôt en orbite autour de cette lune et recueillera autant d'informations que possible sur ses conditions atmosphériques. L'autre mission à destination d'un satellite est Dragonfly, un octocoptère conçu pour explorer Titan, la lune de Saturne. Son lancement est programmé pour 2027 et la sonde n'arrivera dans l'orbite de Titan que vers 2034. Elle prélèvera des échantillons et examinera une série de sites prometteurs autour de la lune glacée de Saturne. Et qui sait, peut-être trouvera-t-elle de nouvelles informations sur la vie d'E.T. On verra bien, mais je dirais que nous n'avons jamais été aussi proches d'une grande découverte que nous le sommes maintenant.